Monsieur le ministre, qu'on peut admettre ensemble que l'islam est une religion, mais que l'islamisme radical est une idéologie politique extrémiste et qui peut conduire, dans certains cas, jusqu'à l'action terroriste. Et donc, il est parfaitement légitime pour la République d'administrer un traitement différent, d'une part, aux religions et d'autre part, aux doctrines qui sapent les fondements même de notre Constitution. Je crois que cet état d'esprit, aujourd'hui, est bien compris. L'application du principe de laïcité à l'islamisme radical n'est pas une démarche pertinente. Ce qui est pertinent, c'est d'appliquer à l'islamisme radical les dispositions qu'on pourrait appliquer pour tout mouvement politique visant à remettre en cause les droits fondamentaux, la primauté de la loi de la République sur toute autre règle. Et si on admet ça et qu'on rappelle clairement ce que sont nos principes et nos valeurs, je crois qu'on aura déjà un peu progressé. Je voulais faire cette observation que je crois vous partagez et qui nous éloigne un peu du cœur du dispositif de sécurité que nous devons examiner ensemble, mais ces principes communs, je crois qu'il est important de les rappeler. Nous avons actuellement 13 demandes de parole, mes chers collègues. Nous devons terminer impérativement à 10h30. Je vais donc donner une première fois la parole au président Sueur, qui l'a demandé. Les ministres répondront de manière aussi concise, mais nécessairement précise que possible. Et puis ensuite, je serai amené à grouper les questions de manière à gagner un petit peu de temps. Monsieur le Président Sueur. Merci, Monsieur le Président. Cette nuit, plusieurs commissariats de police à Paris ont reçu des enregistrements faisant l'éloge des attentats de 2015. Quelles informations avez-vous là-dessus et y a-t-il des liens possibles avec ce qui s'est passé la semaine dernière? Deuxièmement, il a été question d'une clé USB retrouvée dans le tiroir de l'assassin. Cette clé USB comportait de la propagande pour du djihadisme violent et un certain nombre de noms de fonctionnaires de la police et des services de renseignement avec des coordonnées. Il a été dit, Monsieur le ministre, que cette clé USB ne posait pas de problème particulier, qu'elle n'avait pas été diffusée. En êtes-vous sûr? Quels moyens avez-vous de vérifier que ces noms n'ont pas été diffusés? Troisième et dernière question. Monsieur le Premier ministre a annoncé 2 enquêtes pour faire en sorte que ce qui s'est passé ne se renouvelle pas. Ce qui s'est passé, c'est finalement qu'au cœur du réacteur de la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire les 7 services de renseignement qui existent dans notre pays, au cœur de ce réacteur, au cœur du cœur, une personne a pu se radicaliser, préparer et mettre en œuvre un acte terroriste. Quels moyens concrets allez-vous mettre en œuvre dans les jours et les semaines qui viennent pour vérifier que cela ne peut pas se reproduire et donc procéder aux examens nécessaires dans l'ensemble des services de renseignement? À cet égard, vous savez qu'il existe un service national des enquêtes administratives de sécurité. Celui-ci, il a pour objet de vérifier que le comportement des personnes n'est pas incompatible avec l'exercice des fonctions, notamment dans le domaine du renseignement. Il est doté de 23 agents et 5 réservistes. Vous avez annoncé qu'il allait passer à 69 agents. Pouvez-vous le confirmer et nous dire à quelle date cela sera effectué et quelles mesures très concrètes seront prises pour faire ce que vous venez d'annoncer à M. Buffet? Les signalements obligatoires seront-ils écrits? C'est-à-dire, y aura-t-il l'obligation pour les agents qui auront ces informations d'en faire part à leurs supérieurs de manière écrite, je précise,
Et j'arrête là. Messieurs les ministres. Les sujets sont larges, Monsieur le Président Sueur. D'abord, votre première question. Effectivement, plusieurs commissariats ont reçu des enregistrements qui pourraient paraître menaçants. Je mets cela au conditionnel, non pas sur le fait qu'ils les aient reçus, mais sur l'interprétation des messages. Le préfet de police a immédiatement porté plainte pour qu'une enquête se déroule et pour que nous puissions comprendre cela. Je vous dirais, hélas, c'est un phénomène que nous connaissons. À chaque fois qu'il y a un événement particulier, il y a ce genre d'initiatives totalement abruties qui sont réalisées. Vous savez qu'on a un service national, le CNAPR, qui travaille sur les signalements de ce type-là. Il se trouve que chaque fois qu'il y a un événement, il y a une hausse significative des appels téléphoniques et des envois de formulaires. Juste pour illustrer très rapidement, le jeudi 3 octobre, le CNAPR a été appelé à 11 reprises. Durant le week-end, il a reçu 23 appels le samedi et le dimanche, et lundi, il a reçu 40 appels, que nous instruisons de la même façon, de toute façon. Mais ça rend un peu l'exercice plus compliqué. Voilà ce que je veux vous dire sur ce premier volet. Il ne suscite pas d'inquiétude outre mesure, surtout que rien n'établit au moment où je vous parle qu'il y aurait une organisation collective autour de l'auteur de l'attentat. C'est la seule, je dis bien, rien n'établit au moment où je vous parle. Mais aucun indice n'est apparu sur ce sujet, même si je n'ai pas accès aux éléments de l'enquête. S'il y avait des alertes, vous le savez, dans le cadre de l'enquête, sur tel ou tel risque, évidemment, le procureur national antiterroriste nous indiquerait qu'il faut protéger tel ou tel sujet à risque. Sur la clé USB, d'abord, je voudrais vous rappeler qu'on est dans le cadre du secret de l'enquête et donc nous n'avons pas accès à cela, mais surtout, et ce n'est pas à vous que je dis ça par rapport à votre question, je voudrais rappeler la responsabilité morale de ceux qui propagent des rumeurs et qui inquiètent inutilement. Dans ce dossier, on a dit tout et n'importe quoi dès le début. Ça a commencé par le fait qu'au moment de la perquisition, l'épouse était en niqab. Ça a commencé par toute une série d'informations le concernant qui étaient toutes fausses. Y compris sur cette clé USB où un grand journal national a sorti cette affaire en disant la clé USB a été trouvée à son domicile, ce qui effectivement serait une première anomalie. La clé USB a été trouvée à son bureau, ce qui pour un informaticien, et je ne dis pas qu'elle n'est pas grave, mais ce qui pour un informaticien, chacun le sait qu'on a l'habitude sur certains types de clés USB de vider la centrale d'un ordinateur sur lequel on intervient. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas grave. Je n'ai aucun élément sur ce sujet-là. Mais je nous invite à ne pas porter, et j'invite la presse à ne pas porter des rumeurs qui inquiètent inutilement sur cela. En gros, ce que je peux vous dire, c'est qu'aucune alerte particulière ne tourne autour des dossiers qui sont actuellement placés sous l'instruction, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de risque. Et deuxièmement, que sur le contenu de la clé USB, tout ce qui est sorti dans la presse me semble éloigné de la vérité et de toute façon n'est pas confirmé. Le préfet de police a quand même réuni hier un CHSCT avec les organisations syndicales pour évoquer cela, outre la crise profonde que traverse la préfecture de police, les inquiétudes légitimes des agents dont les noms pourraient être divulgués, nous ne voulons pas la mettre en cause et du coup, il faut nous protéger. Voilà ce que je veux dire sur la clé USB. C'est un élément de l'enquête. Ne nous emballons pas sur ce sujet, mais hélas, je ne suis pas en mesure de vous dire si le terroriste a diffusé des informations vers l'extérieur ou pas, même si nous n'avons pas d'éléments particuliers sur ce sujet qui nous alerte. Je pense être clair. Troisième question sur les deux enquêtes de l'ISR. Je vous rappelle qu'elles ont été demandées par le Premier ministre qui est compétent sur l'ISR, sur l'ensemble des services de renseignement liés au terrorisme, pas seulement sur le ministère de l'Intérieur, et elles visent un double niveau. D'abord au sein de la préfecture de police, au sein du service de renseignement. Faire en sorte de voir ce qui a fonctionné et ce qui a dysfonctionné. Faire en sorte de constater si tous les process ont été mis en œuvre et quand les process n'ont pas été mis en œuvre, pourquoi ? Et ça, il est demandé qu'avant le 12 novembre, on ait une vision précise sur ce sujet-là pour adapter notre dispositif, même si, je vous l'ai dit, le préfet de police a, dès le lendemain de lundi, pris une circulaire interne pour appeler l'attention sur la bonne utilisation du process tel qu'il existe aujourd'hui et son renforcement. Et une deuxième enquête plus globale, qui a une double vocation. D'abord, nous aider, avec vos travaux parlementaires, à avoir la photographie globale de faiblesses possibles dans le service de renseignement, mais qui a aussi une finalité qui n'a peut-être pas été assez perçue. Il est demandé, en gros, aux inspecteurs de descendre à tous les niveaux de la hiérarchie pour faire un travail de sensibilisation en B2B
avec les différents niveaux de hiérarchie sur le fait que rien ne peut être considéré comme anodin. Même si c'est anodin, il faut qu'on puisse analyser le caractère anodin ou pas. C'est très compliqué, parce que c'est la subjectivité humaine. Parce que nos services de renseignement sont composés de femmes et d'hommes, avec forcément une part de subjectivité, mais aussi avec une sacrée expérience. Et c'est sur cette expérience-là qu'il faut construire notre appréciation de savoir si on doit déclencher quelque chose ou pas. Et donc oui, les signalements, les signaux faibles, quel que soit à ce niveau de responsabilité, je ne parle pas de la société en général, mais ces signalements doivent être faits et doivent être construits comme cela. Je vais laisser Laurent Nunez poursuivre sur le renforcement du SNEAS et sur cette dimension justement peut-être des signalements et la forme des signalements. Oui, je vais vous répondre là-dessus. Sur les deux dernières questions que vous avez posées, la première sur le SNEAS, la seconde effectivement sur la forme que doit revêtir ce signalement. Sur le SNEAS, rapidement, vous savez, je pense toutes et tous que ce SNEAS a été créé dans la foulée de la loi dite loi Savary, qui avait créé des criblages, imposé des criblages avant recrutement d'un certain nombre d'agents dans le domaine des transports, puis ça a été étendu aux grands événements, et puis le SNEAS a maintenant en charge les criblages avant recrutement, notamment des policiers, des gendarmes et d'un certain nombre de catégories professionnelles, dont les policiers municipaux, certains agents de sécurité privée. Donc son champ d'action n'a cessé d'augmenter. Et les choses vont sans doute se poursuivre, puisque dans la foulée du rapport Diar-Pouya, comme vous le savez, nous travaillons à la mise en œuvre ou pas d'un certain nombre de mesures, dont l'extension éventuelle des criblages, de la même façon que va être mise en œuvre la loi SILT, et notamment son article 114.1, qui prévoit la possibilité de faire ce qu'on appelle des rétrocriblages et qui vaudront bien évidemment pour les policiers et les gendarmes, c'est-à-dire cette possibilité, une fois recruté, une fois en service, lorsqu'il apparaît un comportement qui n'est plus compatible avec l'exercice de la mission, la possibilité de reprocéder à un criblage. Le SNEAS a accès à l'ensemble des fichiers qui nous permettent de détecter des anomalies. Donc ça aussi, c'était un élément de réforme important que cette consultation possible dans des conditions bien évidemment tout à fait encadrées de ces fichiers. L'objectif, donc pour répondre clairement à votre question après avoir planté ce décor, l'objectif c'est d'avoir un SNEAS qui soit à 67 agents à la fin de l'année 2020. Donc actuellement, ce sont une trentaine d'agents et donc le service va monter en puissance. Sur la forme du signalement, vous avez raison, monsieur le sénateur Sueur, d'insister sur ce signalement, qui, Christophe Castaner l'a rappelé, il est fondamental ce signalement, notamment dans les services de police. D'abord, parce qu'il déclenche la saisine des cellules dédiées qui sont notamment chargées de suivre la radicalisation dans nos services, on y reviendra sans doute, qui est très faible, très faible. Donc c'est important. Saisine de cette cellule qui est auprès de l'IGPN pour ce qui est de la police nationale et auprès d'un service dédié de la gendarmerie nationale avec l'IGPN pour les gendarmes. Deuxièmement, ce signalement, il va, comme l'a rappelé tout à l'heure le ministre, permettre de réexaminer, de revisiter l'habilitation, de déclencher de nouvelles enquêtes d'habilitation qui, si le signalement, la radicalisation est confirmée, se traduisent obligatoirement par le retrait de l'habilitation. Et troisièmement, bien évidemment, quand il y a un signalement de radicalisation, il y a un service de renseignement qui généralement rentre en jeu et prend en charge l'individu. Donc ce signalement, il est fondamental. Le ministre le rappelait à l'instant, l'inspection des services de renseignement va justement avoir pour objet de vérifier service par service comment sont traités ces signalements, comment ils remontent, et surtout donc de sensibiliser les personnels et notamment la hiérarchie de ces personnels à la nécessité absolue d'avoir un signalement. Nous n'avons pas encore déterminé, encadré la façon de savoir si ce signalement il doit être écrit ou oral. La seule chose que je peux dire, c'est que y compris un signalement oral, il doit être pris en compte quand il est grave. Il doit être pris en compte. Ça, c'est voilà, la forme du signalement est un peu, c'est pas l'élément le plus déterminant, si vous me permettez cette réflexion. Un signalement oral, il doit être pris en compte.
Nous verrons ce que nous déciderons une fois que l'inspection des services de renseignement se sera prononcée sur ce sujet, sur imposer ou pas un caractère écrit. Mais le plus important pour nous, franchement, c'est que l'information, elle circule, qu'elle soit prise en compte à bon niveau. Et donc voilà, sur le signalement écrit, nous verrons avec le ministre de l'Intérieur suite aux travaux que rendront, au rapport que rendra l'inspection du service de renseignement. Mais voilà, le signalement oral, il doit être pris en compte, a fortiori qu'un signalement écrit, c'est quand même beaucoup mieux. Pardon, Monsieur le Président, si vous permettez juste un mot pour l'information des sénateurs. En parlant du recrutement au SNEAS, je veux évoquer les 1900 recrutements que nous faisons dans le quinquennat pour renforcer les services de renseignement, avec un problème. Et c'est celui que je voudrais évoquer devant vous, c'est la capacité que nous avons à recruter les bonnes personnes aux bons endroits sur des sujets aussi sensibles. Si nous ouvrons des postes de gardiens de la paix, ce que nous faisons chaque année dans le cadre du plan de recrutement de 10 000 policiers et gendarmes supplémentaires, nous avons des candidats, des jeunes Français et Françaises motivés qui viennent sur les candidatures. Pour le renseignement, il nous faut un niveau de compétence qui est différent et nous connaissons une difficulté sur ce sujet sur lequel nous travaillons en particulier avec le directeur général de la sécurité intérieure pour nous donner les moyens d'attractivité supplémentaire. Voilà ce que je voulais préciser sur cela. Et un mot sur la forme des signalements. Il y a aussi les supports de signalement. On a été interpellé sur la question d'une plateforme, sur la question de l'anonymisation. Ce sont des sujets que nous n'excluons pas, sachant que il ne s'agit pas de délation, il s'agit d'information auprès de quelqu'un qui est spécialement formé pour analyser les signes d'une éventuelle radicalisation. Un complément vraiment. Sur la nature du signalement, vous dire, les signalements c'est quelque chose qu'on connaît bien puisqu'on travaille depuis 2014 sur des dispositifs qui ont été mis en place sous le quinquennat précédent, que nous avons poursuivis, renforcés. Et actuellement, les signalements de la radicalisation dans l'ensemble de la population, dans enfin ailleurs que dans les services régaliens, pardon, ils revêtent plusieurs formes. Ce qu'il compte, c'est qu'il y ait une cellule, un service dédié qui le formalise, lui, par écrit. Mais le signalement, il peut prendre plusieurs formes d'ores et déjà, sachez-le.